Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato. Énormément d'informations sortent en ce moment au sujet du PSG. Je trouve ça d'ailleurs anormal, ce nombre hallucinant de fuites sur tous les aspects de la vie quotidienne au club, que ce soit l'entourage des joueurs, le vestiaire, la direction sportive à la Factory à Paris, à Doha. Du côté de Nasser, on a aussi quelques sons de cloche qui sortent dans les médias, qui extrapolent bien évidemment, mais derrière ces articles, il y a des sources et donc des taupes au sein du club qui décident de parler, et là il y en a clairement plusieurs. On va faire un point dans cette vidéo, et ensuite on parlera des pistes qui sont évoquées pour l'attaque, parce que là, normalement, on a un gros chantier qui se profile, avec la non-prolongation de Lionel Messi. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Bon alors c'est très compliqué de suivre ce qui se passe au PSG en ce moment et quand tu as enfin réussi à te mettre à jour des informations qui sortent, arrive un nouveau défi, démêler le vrai du faux, parce que les médias en profitent pour extrapoler. Bien évidemment, il y a des articles à charge de certaines personnes, comme Dominique Sévérac sur Neymar dans Le Parisien, ou alors Riolo sur RMC qui te dit que sa blessure au sein du club, on espère qu'elle soit la plus longue possible, parce que ça permet à l'équipe d'être plus équilibrée et ça facilite Galtier pour faire des choix. Pardonnez-moi, mais tout ça est bien évidemment faux, extrapolé et à charge pour mener un combat ridicule contre une personne. Voilà. Mais derrière tout ça, on peut nous dire les médias font du sensationnalisme plutôt que relater la vérité. C'est quelque chose de réel, mais ils sont aussi alimentés, nourris par des gens plus ou moins proches du club, des salariés, mais ça peut aussi être des gens de l'entourage des joueurs, donc qui gravitent en gros autour du camp des loges, qui les nourrissent, qui font sortir ces informations. Pourquoi ? Bon alors, il y a, première piste, les affinités avec les journalistes, quand t'es copain-copain, et de l'autre, défendre les intérêts de certaines individualités au sein de ce club. On sait qu'il y en a qui sont clairement sous très très haute pression, à commencer par Christophe Galtier, que Loïc Tanzi tutoie en conférence de presse. Je dis ça, je dis rien, c'est mon côté complotiste, c'est une blague, mais c'est la réalité. Si vous prenez les conférences de presse, Loïc Tanzi, quand il lui pose des questions, il le tutoie. Bref, il y a aussi Luis Campos. Les rumeurs sur le départ de Neymar, là. À un moment où tu sors du mercato hivernal, où Luis Campos t'a donné une espèce d'interview à Téléfoot qui était complètement calculée avec Julien Ménard qui l'a envoyé chez son ancien employeur en échange bien évidemment de questions qu'il ne mettait pas vraiment en porte-à-faux. Bref, une interview qui n'a rien donné. Faire fuiter le départ de Neymar pour justement attirer l'attention du grand public sur le Brésilien et pas sur ton bilan. Ça me paraît être une manœuvre assez classique. Voilà. Et puis de l'autre côté, bon, on sait très bien que son départ, c'est quelque chose que Campos veut et qui conditionne ses mercatos depuis son arrivée. Donc là-dessus, je m'éterniserai pas trop. Il y a aussi le dossier de l'entraîneur. Là encore, Loïc Tanzi nous a dit qu'il y a eu des discussions avec Thomas Tuchel pour un retour. Moi là-dessus, je pense que c'est plus Tuchel qui s'est proposé au PSG que le PSG qui est venu le chercher. Même si de l'autre côté, je me dis... Quel intérêt il aurait à revenir dans ce bourbier qu'est ce club. Moi, clairement, je suis Tourelle. Je pose comme condition à mon retour, supprimer le poste de directeur sportif déjà, supprimer la République des joueurs. Et ça me paraît très, très compliqué au PSG. Il y a eu Mourinho, il y a Zidane qui est encore cité. Ça a même parlé de Thiago Motta, Steven Gerrard. Bref, c'est un truc de fou en ce moment. On va se focaliser d'abord sur Campos, qui serait un petit peu sur la sellette. Ça paraît un petit peu logique parce que c'est pas quelqu'un qui a été choisi par Doha. Faut bien comprendre ça. Au Qatar, tous les choix sont faits en fonction de ta loyauté dans ce réseau très fermé.
C'est pour ça que Nasser est toujours en poste, parce que il a les faveurs affectives, il est loyal envers l'émir. Là, Campos, c'est un intrus. C'est quelqu'un qui est arrivé dans cette configuration avec l'étiquette de mis en poste par Mbappé. Voilà. Donc, bien évidemment qu'au Qatar, on n'a pas vraiment de patience et on en a encore moins avec des mecs qui ne viennent pas de nos sphères, nos configurations sociales. Et puis surtout, le 4-4-2, ligne resserrée au Parc des Princes, il faut bien rappeler que l'émir, et ça tout le monde le sait, sa vision du foot, c'est clairement pas celle qu'on a vue contre le Bayern. Sa vision du foot, c'est Pep Guardiola. Thomas Tuchel, il le veut quand il le recrute en 2018, parce que c'est un disciple du foot de Guardiola. Alors, je pense que le 4-4-2 régulier de Galtier, il n'a pas dû plaire à l'émir qui était au Parc des Princes. Donc, pour moi, ça me paraît logique que les deux soient un petit peu sur la sellette, même si, bien sûr, ce ne sont pas les deux plus gros problèmes au sein de ce club. Galtier, parce que les entraîneurs se suivent et ont les mêmes bilans, les mêmes problèmes, à savoir faire de la politique plutôt que du sportif. Même si en contre-argument, on pourrait dire « Oui, mais on n'a pas mis d'entraîneur de classe mondiale avec une vraie aura qui a déjà gagné la Ligue des Champions dans ce club depuis plus de 10 ans quand même. » Et moi, je serais plutôt du côté de cet argument. Et pour ce qui est de Luis Campos, ok, il y a le fair play financier, la masse salariale, pas de problème là-dessus. Mais de l'autre côté, contre-argument, tu peux citer le mercato à 150 millions l'été dernier. Bon, bref. Dans tous les cas, il faut faire un choix. Parce que là, on va parler de Randal Kolo Muani tout à l'heure. On va nous dire, oui, il fallait le prendre quand il est parti libre de Nantes la saison passée. Problème, le mec, il est officialisé à Francfort le 4 mars 2022. 4 mars 2022, on était où, nous? On avait Leonardo, on savait qu'il allait dégager, on ne savait pas par qui il allait être remplacé, on pensait que Mbappé allait partir au Real Madrid, et qu'on allait même, au 4 mars, se qualifier, parce qu'on était en ballottage favorable en Ligue des Champions. Donc, 1, le foot va très vite, et 2, cette fâcheuse habitude de virer nos DS trop tard par rapport au début du mercato, ça, c'est de la folie en fait. Si tu réfléchis à virer Luis Campos, n'attends pas que l'hémorragie soit trop forte en fait. À un moment donné, essaye de faire dans l'anticipation, de prévoir un petit peu plutôt que de guérir en fait. Voilà. Essaye de prévenir plutôt que guérir. C'est ça le dicton. Donc voilà. Virer Campos, s'il faut le faire cette année, évidemment que c'est dès maintenant pour préparer le mercato d'été. Parce qu'après, on viendra nous dire « Ah ben les cracks, on les a loupés ». Mais c'est logique. Campos, Kolo Muani, il avait déjà signé depuis 2 mois et demi à Francfort quand il arrive au PSG. Qu'est-ce que tu veux faire? Et pour ce qui est de Galtier, ça parle... Moi, je pense que Galtier, si on est éliminé contre le Bayern, il sautera dès l'élimination. Et je pense que ce serait quelque chose de pas bon, en fait, parce que ça sert à rien. À un moment donné, soit tu le vires dès la fin du match aller, soit tu le vires à la fin de la saison, comme tu as fait avec Pochettino la saison passée, parce que tu vas mettre un entraîneur dans ce bourbier de vestiaire qui sera complètement désolidarisé, qui sera désintéressé complètement de la course à la Ligue 1, avec un Messi par exemple qui va pas prolonger, qui en aura rien à branler pour changer, et du coup un entraîneur qui devrait déjà griller quelques crédits sur ces 4 premiers mois, là, à partir de la mi-mars, et qui travaillerait des automatismes avec un effectif qui ne serait pas celui de la saison prochaine. Donc ça n'aurait aucun sens, bien évidemment. Bon, ceci étant dit, selon RMC Sport, le PSG songe à casser la MNM. Ça, évidemment que c'est la solution. Ici, on l'a toujours prôné. Il faut virer un des trois parce que sur le terrain, on a... En fait, tout se concorde. Tu as ces 3-là qui sont titulaires indiscutables, qui cette saison ont un apport statistique, tous les 3 sans exception absolument extraordinaire, et qui te font gagner des matchs. Messi ce week-end, même si là-dessus j'ai quelques doutes sur Neymar, sur sa capacité à faire gagner des matchs à lui tout seul, maintenant à 31 ans, et avec son côté meneur de jeu plus qu'ailier virevoltant qu'il avait à l'époque. Bref, dans tous les cas, après, tu es bloqué dans 2 choses. D'abord, les statuts. Dans ce club, quand tu recrutes un offensif, tu peux pas lui dire « ici c'est la méritocratie, si tu bosses, tu seras titulaire ». Non, la réalité, c'est que tu fais avec les miettes que la MNM te laisse, et jamais tu réussiras à en détrôner un. Ils sont titulaires, point barre. Messi, il sort pas d'un match parce que, à la dernière minute, il peut mettre le coup franc qui te met contre Lille ce week-end, par exemple. Donc là, c'est très compliqué de recruter, par exemple, des top
mondiaux qui sont à Manchester City ou au Bayern qui ont du temps de jeu malgré tout, ou alors des top prospects qui ont besoin de temps de jeu pour progresser, pour développer leur personnalité. Par exemple, si on revient sur Ekitike, bien évidemment que signer au PSG pour lui, pour sa carrière, c'était un mauvais choix. C'était même un choix désastreux pour lui, parce qu'il est venu dans un bourbier où médiatiquement t'es ultra exposé, et où surtout en termes de temps de jeu, mais tu dois faire avec. Il le savait très bien qu'aujourd'hui, en fait, Ekitike, il arrive, on le sait, c'est pas un buteur. C'est pas le pivot qu'on veut. C'est quelqu'un qui démarre côté gauche pour revenir vers l'axe, en gros, comme Mbappé, comme Nuno, comme Neymar qui occupe plus le côté gauche, qui est donc très fourni au PSG. Et au final, il se retrouve à jouer contre nature. Mais ça, c'était plus que prévisible au mois de juillet, pardonnez-moi. Bon, ensuite, il y a la question de la masse salariale. Parce que, évidemment, avec les 3, tu es à plus de 100 millions, ils te bouffent complètement au niveau du fair play financier. Donc tu peux pas recruter des mecs qui, pareil, sont top mondiaux, émargent à 8-9 millions par an, et sur qui tu vas mettre une indemnité de transfert qui te demande un énorme amortissement par an. Je rappelle qu'en France, contrat de 5 ans maximum, par rapport à Chelsea qui, eux, étalent sur 8 ans et demi, un transfert à 80 patates, pour eux, c'est donc 10 millions par an, pour nous, c'est 80 divisé par 5, ce qui donne, faire les calculs de tête, quasiment 20, ouais, 17, allez, 17, c'est quand même pas 10, voilà. Bref, dans tous les cas, t'es bloqué. Et donc, en virer un de Neymar ou Messi, parce que la réalité, c'est que les 3 de devant, c'est ton plan de jeu, mais bon, le vrai plan de jeu, c'est Mbappé. Messi, oui, il est positionné par défaut pour mettre bien Mbappé. Neymar aussi, bien évidemment. Mais de l'autre côté, c'est logique, parce que Mbappé est le plus jeune, le plus motivé, entre guillemets, parce que de l'autre côté, c'est des mecs qui fonctionnent à l'interrupteur. Nos performances sont conditionnées à ces 3-là, donc quand ils décident de pas jouer, t'as pas de solution derrière, parce que tes remplaçants sont pas bons, parce que tes milieux de terrain ne font pas de dépassement de fonction, et le problème, c'est que Messi, quand on n'a plus rien à foutre du foot, et on peut le comprendre parce qu'il a terminé le jeu, ben, il y a beaucoup de matchs où il passe à travers. Neymar, pareil, il a perdu un petit peu son football après la Coupe du Monde. Globalement, chaque saison, ben, il est quand même beaucoup blessé. Donc à un moment donné, au niveau de la fiabilité, c'est un petit peu compliqué concernant cette MNM que le PSG voudrait disloquer. C'est évidemment la solution, on va dire, pour faire un bon mercato, pour avoir les sous, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ben, il faut mettre les sous sur le mercato, pour recruter un pivot, un ailier droit, virevoltant, percutant, qui t'apportera un petit peu plus de monde. Parce que la réalité, c'est que dimanche, moi je suis d'accord pour dire, Messi il sort pas parce que il met le coup franc à la dernière minute, parce que c'est le seul gaucher de l'effectif. Pas de problème là-dessus. Lionel Messi, c'est Lionel Messi. On m'a arraché parce que dans mon titre, j'ai mis Messi incroyable. La réalité, c'est que mettre le coup franc qu'il met à la dernière seconde avec le match pourri qu'il te sort juste avant, oui, c'est incroyable. Personne dans l'effectif, et peut-être même dans le foot actuel, est capable de ça en fait, de te faire gagner un match. Même si sur la globalité, bon, Messi en a plus rien à foutre, et vous connaissez tous mon avis, bien évidemment, qu'il ne faut pas qu'il prolonge. Même si je suis pas sûr que ce soit la volonté et la logique du club. Hein. Bon bref, dans tous les cas, Messi, si à sa place, dimanche, t'as un ailier percutant qui propose plus à Neymar que les appels de Mbappé, eh ben tu mènes 3-0 à la mi-temps, plutôt que de te retrouver à mettre le coup franc à la dernière seconde. Voilà, j'ai grossi le trait. Parce que de l'autre côté, l'ailier droit, il va falloir que ce soit quelqu'un de très très performant. Classe mondiale, avec beaucoup de garanties, et aussi avec un vrai apport statistique. Parce qu'encore une fois, virer un des 3, ok, mais j'ai souligné tout à l'heure que cette saison, les 3 ont un apport, et même Neymar, hein. Neymar, je crois qu'il fait partie des joueurs les plus décisifs d'Europe. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a pas longtemps, il devait être 2e derrière Erling Haaland. Ça, j'en suis pas sûr, à vérifier. Mais dans tous les cas, ils ont un apport statistique dingue. Et donc, pour les remplacer, ça va être compliqué. Et quand tu vois comment on a remplacé Mota, Thiago Silva, Di Maria, bah, t'as pas vraiment confiance. La question, c'est pas de se séparer d'un tel, mais le remplacer, en fait. On remet pas en cause les départs. On ne dit pas il fallait garder Thiago Silva, il fallait garder Di Maria, qui oubliait complètement Hakimi ces derniers mois, qui s'est mis à retrouver son football à 15 jours de la fin de son contrat en mai 2022.
on remet en cause les remplaçants qui sont arrivés derrière. Sergio Ramos 1 an après pour Thiago Silva, Carlos Soler pour Di Maria. Bon bref, donc voilà un petit peu l'état des lieux. Donc il faut vraiment du très très lourd en tant que remplaçant. Et si on fait partir Messi, moi je pense que la logique du club, c'est faire partir Neymar, prolonger Messi. Le problème c'est que ce qui se passe c'est l'inverse, et c'est plus que logique. Messi veut pas prolonger, il voit que le projet est pas autour de lui, quelque part ça peut aussi se comprendre, hein. Il a fermé sa gueule depuis qu'il est arrivé, pas de guerre d'ego, il demande pas les pénaltys, tout ça. Il pourrait, hein, c'est le meilleur joueur de l'histoire après tout, hein. Pas de problème. Neymar, il a contrat jusqu'en 2027, on peut s'acharner sur lui, demander son départ. La réalité, c'est qu'il sera toujours là. Et qu'il a des qualités, bien évidemment, à faire valoir. À un moment donné, si tu construis bien autour de lui, ça marche. En tant que meneur de jeu, avec du monde devant, mais Neymar, meneur de jeu d'un 4-2-3-1, avec un 9 pivot, avec un bon jeu, dos au but, Mbappé sur le côté gauche, un ailier droit percutant, et en prime, des latéraux Hakimi et Nuno qui te proposent quand même beaucoup de choses en matière de profondeur, ça a quand même de la gueule, ça ressemble à quelque chose. Bref, passons à Kolo Muani, qui serait donc une des priorités du PSG selon l'équipe du soir. Ça a été confirmé par RMC, j'attendais la confirmation d'un autre média plus fiable, hein. Mais ça a bien été confirmé, hein. Le PSG est sous le charme de son association avec Mbappé, qu'on a pu voir à la Coupe du Monde. Il a été appelé, c'était après le forfait de Nkunku, je crois, qui s'est blessé à l'entraînement donc en novembre, alors qu'il avait connu Kolo Muani sa première convocation en bleu en septembre, puisqu'en juin on préférait Ben Yedder et un autre, mais j'ai perdu son nom. Bon bref, Kolo Muani qui est arrivé l'été dernier à Francfort, donc il a un contrat jusqu'en 2027 qui fait qu'ils en voudraient 80 patates minimum. Là, c'est du lourd, hein, et on va être très clair. Si tout notre budget offensif, c'est 80 millions, il ne faut pas les mettre sur Kolo Muani très clairement. Parce que oui, c'est un bon profil, mais il remplit clairement pas tout ce dont on a besoin. Et il a surtout des axes de progression qui font qu'il y a des interrogations. Bon, il a rejoint Francfort Libre l'été dernier. Comme je le disais, c'était officiel début mars. Donc, refaire l'histoire, je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que début mars, encore une fois, avec notre club qui prévoit rien du tout, on avait encore Leonardo dans les pattes et Luis Campos, qui lui... à ce moment-là, était pisté par le Real Madrid pour justement signer Mbappé, hein. Je rappelle que à 15 jours près, Campos signait au Real Madrid pour favoriser le transfert de Mbappé là-bas. Bon bref, au final, c'est pas ça qui s'est passé. Et puis la saison passée en Ligue 1, la réalité, c'est que Kolo Muani, il a que 2 buts de plus que Hugo Ekitike avec Reims, sachant que Kolo Muani avait plus de 1500 minutes en plus de temps de jeu par rapport à Ekitike. Donc bon, refaire l'histoire, c'est pas trop mon truc. Ça parle de United, mais aussi du Bayern. C'est intéressant parce que le Bayern, ils ont été associés à Kolo Muani. Vous me direz, c'est cool d'avoir des clubs qui s'intéressent aux joueurs. Ça témoigne de qualité par rapport aux intérêts. Mais le problème, c'est que Bild, aujourd'hui, ils nous ont dit... au Bayern, on a conclu que Kolo Muani n'était pas fait pour eux, parce qu'il joue face à des défenses un petit peu trop regroupées, et qu'il a besoin de trop d'espace pour justement performer du coup dans ce Bayern. Ça, c'est quelque chose qu'ils font souvent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas recruté Timo Werner, par exemple. Et il y a un autre nom que j'avais en tête avant de tourner la vidéo, mais je l'ai complètement oublié. Donc, bon bref, voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas recruté Timo Werner et... il y en avait un autre, mais j'ai mangé son nom, merde. Donc, voilà ce qu'en pense le Bayern. Alors, l'histoire des jeunes français que le PSG recrute pas. Bon, d'abord, recruter français, ok. Il le faut. Nasser l'a fait avec beaucoup de démagogie en juin dernier, puisque 15 jours après, il nommait un Marseillais sur le banc et il créait un gang d'Espagnols dans le vestiaire. Mais enfin, la priorité reste du top niveau. Là, on n'a que des pistes françaises. Il ne faut pas que ce soit le critère de recrutement. À un moment donné, on n'est pas le Rassemblement national, quoi. On veut des joueurs top niveau. Bien sûr, il faut créer une identité autour de ce club. Mais si tu as un buteur qui est bien meilleur qu'un Français et qui ne l'est pas, il faut foncer sur le buteur qui est bien meilleur, tout simplement, en fait. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre, cette logique. Bon, qui me semble... Je pense que cette logique ne dépassera pas les médias. C'est pour faire plaisir aux supporters. D'ailleurs, si t'es complotiste,
les rumeurs qui sortent en ce moment, tu peux penser qu'elles sortent par Luis Campos pour un petit peu se mettre les supporters, l'opinion publique dans la poche, dans un moment où ça tanque très fort pour lui. Bon, ensuite, le PSG a bien évidemment laissé filer plein de jeunes de son centre de formation, mais aussi en Ligue 1, Camavinga, Tchouaméni, mais parmi eux, il y en a aussi beaucoup qui nous ont refusé. Kwasi refuse de prolonger alors que quand même tu le fais beaucoup jouer, tu lui offres un sacré contrat. Tchouaméni te refuse alors que je pense qu'on a tout fait pour le recruter. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose à prendre en compte. Tous ces jeunes Français, est-ce qu'ils veulent vraiment vivre à Paris? J'en suis pas certain. D'abord parce qu'ils y ont grandi. D'accord? Ensuite, parce que je pense qu'en France, plus qu'ailleurs, il y a une idéalisation de l'étranger. On veut absolument partir à l'étranger. Alors qu'en Angleterre, c'est pas du tout cette culture. Très difficile d'exporter des Anglais. Et puis, il y a aussi quelque chose à prendre en compte qui a été mis en avant avec l'affaire Pogba cet été, les entourages. Quand tu restes dans tes configurations sociales d'origine, la réalité, c'est que je pense que les joueurs, ils préfèrent en sortir en fait. N'Golo Kanté, exemple parfait, Riolo le dit tout le temps. N'Golo Kanté, s'il n'a jamais signé au PSG et qu'il ne viendra jamais, c'est parce qu'il a des problèmes avec des mecs du 92, pour faire court en fait. Pogba, on le sait très bien, voilà, les histoires avec son frère, mais là c'est avéré, c'est carrément allé en justice en fait. Donc je suis pas sûr que les jeunes Français, ils voudraient rester dans leur climat, dans ce climat-là en fait, où tes potes d'enfance, je pense, te font du chantage, t'escroquent un petit peu, te font payer des services de sécurité alors qu'ils n'ont pas les compétences, un bras, bon bref. Voilà un petit peu tout ça. Bon, Colomani pour revenir au profil. Je suis grave en retard dans mes brouillons. Bref, contre l'Argentine, bien évidemment, il s'est révélé aux yeux du monde. C'est le Français qui a gagné le plus de duels. Il a réussi son penalty. Il obtient aussi le premier pour Mbappé. Et globalement, jusqu'à la 80e, c'est un petit peu le seul Français qui apporte après son entrée, alors que Ousmane Dembélé t'a sorti en première mi-temps la bouse du millénaire. Je crois que c'est vraiment une des pires performances dans le football moderne que ces 41 minutes, je crois, d'Ousmane Dembélé en finale de Coupe du Monde. Bref, bon, Colomani, c'est un attaquant très polyvalent qui peut jouer partout, ça très clairement, par rapport à Marcus Thuram, par exemple, qui lui performe quasi exclusivement au poste d'avant-centre. Ça, il ne faut pas s'y méprendre avec Marcus Thuram. Bon, Colomani, c'est pas ça. Il a globalement besoin d'espace devant lui, il est très fort quand il est lancé, il est très généreux, je crois qu'il est à 15 buts, 14 passes décisives, ou l'inverse en Bundesliga cette saison. Donc voilà, dans le dernier geste, il fait briller ses partenaires, bien évidemment, l'association avec Mbappé, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, j'insisterai sur ses axes de progression. D'abord, il joue peut-être trop sur son pied droit, ce qui fait qu'il en devient prévisible dans ses gestes de haut but, dans ses premières touches, par exemple. Donc là, il faut qu'il progresse. Pas de problème, il est encore jeune, même s'il a percé sur le tard, il a encore les moyens de progresser. Il fait 1m87, mais physiquement, parfois, il peut trébucher, tomber au duel. Par exemple, je crois qu'en finale, c'est celui qui obtient en finale de Coupe du Monde, là, c'est celui qui obtient le plus de fautes pour les Français. Alors c'est évidemment une qualité d'obtenir des fautes, mais ça traduit aussi que physiquement, tu peux encore te développer. Et puis surtout, tout ça dans la perspective de jouer face aux défenses de Ligue 1 qui sont bien plus rugueuses qu'ailleurs en Europe. Ensuite, il a aussi un axe de progression dans la finition, ça tout le monde le dit parce qu'il doit choisir un petit peu plus la solution individuelle. C'est mignon, parce qu'il fait beaucoup de passes dans le dernier geste, mais il doit être un petit peu plus tueur et penser à lui. Donc voilà un petit peu les axes de progression. Pour ce qui est de ses qualités, vous les connaissez tous. Voilà, c'est évidemment un excellent joueur que j'adore, parce que typiquement sur le match contre le Bayern mardi, c'est quelqu'un qui t'aurait fait un bien fou tout simplement. Mais au quotidien, contre des défenses rugueuses, très resserrées de Ligue 1, j'ai quelques doutes. Voilà. Et surtout pour 80 millions en fait. Moi, Colomani, allez, je mets 45-50 grand maximum en fait. 80, le problème c'est que derrière tu grilles tout ton budget et tu peux pas recruter. Comme je l'ai dit, en fait, c'est quelqu'un qui a des axes de progression, donc qui ne comble pas tous tes besoins aujourd'hui. Si tu le signes, allez, t'as signé ton ailier percutant, ton mec qui va réussir à se connecter avec Mbappé et Neymar. Oui, quand je dis qu'il faut mettre quelqu'un capable de se connecter avec Mbappé, capable de proposer des solutions de passe vers l'avant à Neymar, Colomani, parfait. Parfait pour ça. Maintenant, je pense qu'il faut aussi un buteur pivot capable de réceptionner les centres de Nuno Mendes, Hakimi, un ailier droit très percutant avec le ballon, ce qu'il n'est
Pas vraiment parce qu'il joue quasi exclusivement sur son bon pied, donc ça le rend un petit peu moins imprévisible qu'un Ousmane Dembélé par exemple, même si après le dribble, je pense qu'il est meilleur que Dembélé. C'est-à-dire que dribbler c'est une chose, et après derrière, qu'est-ce que tu fais du ballon? Dembélé, là-dedans, on sait qu'il a souvent des défauts à la finition. Colomani, lui, il sait quoi faire. Donc ça, c'est une grosse qualité pour lui. Mais dans tous les cas, pour 80 patates, enfin, ouais, c'est-à-dire que derrière, tu ne peux pas recruter un buteur. Par exemple, si on part dans ces sphères-là, je préfère mettre plus de 100 millions sur Victor Osimhen que, allez, 80, 100, parce qu'on va pas se mentir, hein, ça monte à 100 avec les bonus, sur Colomani. Voilà. C'est mon choix pour illustrer. Je voulais parler de Marcus Thuram, mais là, la vidéo est ultra longue, donc je vais m'arrêter. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain, du coup, pour parler de Marcus Thuram et des infos au milieu de terrain, parce que pareil, il y a encore plein de noms qui ont sorti, que des Français. Donc bon, c'est un petit peu bizarre. Bref, et aussi, ah oui, je reviendrai sur la culture du travail à l'étranger, qui est très différenciée par rapport à la France. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis.